J'ai vécu une expérience enrichissante le soir où j'ai rencontré à Québec M. Fernand Dumont, professeur de sociologie, de philosophie aux universités de Laval et de Montréal, écrivain et poète aussi. M. Fernand Dumont nous oblige à repenser ce qui était acquis, à découvrir ce que nous croyons connaître. Il renouvelle le mot fidélité. En nous parlant de Dieu, de l'enseignement, de notre propre métier, M. Dumont nous donne le goût de la réflexion. J'ajoute seulement ceci à tout ce que j'aimerais vous dire à son sujet. M. Fernand Dumont est un homme extrêmement chaleureux et d'une grande simplicité. Devenir un intellectuel, surtout si on n'est pas dans un milieu intellectuel, ça commence sans doute par des choses très simples. Ça commence sans doute par le fait que déjà à 5, 6, 7 ans, on se sent un peu à distance de la vie. Pourquoi? Je sais pas. Moi, c'est peut-être parce que j'étais, dans mon enfance, un petit gars assez malade, assez frêle, et que j'avais un père très costaud, que dans le fond, je me suis dit, ça sert à rien de lui faire concurrence sur ce plan-là. Si j'entre à l'usine, je peux pas être aussi fort que lui. Hein? Ça a peut-être commencé comme ça. Je sais pas, parce que je me souviens pas d'avoir fait des raisonnements aussi subtils à 5 ou 6 ans. Mais ça, on n'a peut-être pas besoin de le raisonner. Ouais. Oui, puis de toute façon, ces choses-là sont infiniment plus concrètes qu'on le pense, puis il vaut mieux s'en souvenir avec à la fois de la ferveur, du respect. Mais c'est bien sûr que ça commence toujours par des choses aussi simples que ça. Se sentir un peu à distance de la vie. Se réjouir, d'ailleurs, de se sentir un peu à distance. Hein? Même avec des camarades de jeu, etc. Je pense bien que n'importe qui pourrait raconter des histoires semblables. On ne sait pas ce que c'est la culture, puisqu'on vit dans un monde où les livres n'existent pas. Chez moi, il y avait seulement l'Almanach du peuple. Puis c'était pas toujours la dernière édition, d'ailleurs. Bon. Mais c'est comme si on anticipait ce que ça pourrait être. Hein? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme la conversion religieuse. C'est un peu comme l'histoire d'Abraham. Hein? Il y a une belle page d'un homme qui est malheureusement un abstracteur, lui aussi. Il fait beaucoup de théories, qui s'appelle Hegel, qui était un brave bourgeois d'ailleurs, mais un bourgeois qui sentait le fond des choses. Il y a une belle page de Hegel sur Abraham, qui n'est pas une page religieuse, parce que dans le fond, Hegel veut expliquer pourquoi Abraham est devenu philosophe. Puis il dit des choses admirables. Il dit, il a quitté son père et sa mère, non pas parce que ses relations avec eux étaient mauvaises, il les aimait beaucoup, mais parce qu'il avait envie de recommencer pour son compte à redéfinir ses rapports avec le monde. Avoir le besoin que les choses ne nous soient pas livrées sous des figures conventionnelles. Avoir l'impression qu'on peut revoir le monde sous un visage neuf. Oui, c'est aussi simple que ça, je pense. Ça revient à dire presque la seule façon de comprendre une chose vraiment, c'est de la découvrir soi-même. Ou de croire qu'on la découvre soi-même. Ouais. C'est moins abstrait que ça. C'est moins abstrait que ça. Je reviens toujours. J'aime beaucoup cette... Non, j'aime c'est beaucoup... vous qui me dites c'est moins abstrait que ça, je trouve ça. Non, c'est parce que j'aime beaucoup cette... Moi, j'aime beaucoup, je la relis souvent, il faut dire. C'est pour ça que je la sais un peu par cœur. Cette page de Hegel. Ce qui est très important dans ce commentaire d'Abraham, c'est qu'il dit Abraham n'a pas quitté ses parents parce qu'il se sentait mal à l'aise avec eux. En tout cas, si moi j'ose me comparer à Abraham, à l'âge où je suis, je me sens pas du tout mal à l'aise avec mes parents. J'ai même la nostalgie du milieu dans lequel j'ai vécu. Est-ce que c'est avec le milieu dont vous êtes sorti ou c'est avec certains êtres qui font partie de ce milieu-là? Non, non, c'est avec le milieu. C'est avec le milieu. Les êtres que je connais qui en sont sortis, j'ai l'impression qu'à mesure que je vieillis, je les connais beaucoup mieux que je les connaissais quand j'étais petit. Je pense à mon père, je pense à mes oncles, je pense évidemment à ma sœur. Je les connais beaucoup mieux, par conséquent, je me fais, je pense, aucune illusion sur leurs défauts, sur sur ce qu'ils sont. Non, je pense pas. Par conséquent, je les considère de plus en plus comme des sortes de représentants typiques, me semble-t-il, indépendamment de l'amour très profond que j'ai pour eux, comme des sortes de représentants typiques de cette autre culture qui s'oppose rigoureusement à celle dans laquelle je suis entré.
Parce qu'il y a la culture du monde ouvrier par rapport à la culture du monde des intellectuels. C'est bien sûr qu'il y a une culture du monde ouvrier, qu'il y a une culture du monde intellectuel. Mais c'est sur le mot culture qu'il faudrait s'entendre. C'est-à-dire, s'il y a deux cultures ainsi, c'est parce il devrait y avoir deux façons de voir le monde, deux façons de le dire. Hein? On peut le dire en joual ou on peut le dire selon les critères de l'Académie française. Mais il reste que la culture du monde ouvrier, ça fait drôle, hein? Pour nous autres. Pourquoi pas? Justement, la culture, c'est quoi? C'est une façon de voir le monde, une façon de l'interpréter, une façon de se fabriquer des idéaux, de se fabriquer des valeurs, une façon de vivre aussi. Ça va de la culture. Moi, je considère que ça va de la cuisine jusqu'au genre de livre qu'on veut lire. Autrement dit, c'est une espèce de vision de l'existence. Nous autres, on a appelé culture parce que ça fait des siècles qu'on parle de culture dans un sens très restreint, celle qu'on livre dans les collèges. Comme si ce qui se trouve dans les livres, ce qui se trouve chez les professeurs, c'était une façon de vivre plus universelle, plus véritable que celle qu'on trouve chez les gens de la Gaspésie ou chez les gens de Montmorency, d'où je viens. Qu'est-ce qu'il y a là de particulier? Eux autres, ils n'écrivent pas de livres, mais ils le disent qu'ils veulent vivre. Qu'est-ce qu'il y a là de particulièrement valable, peut-être, dans cette culture ouvrière, ou qui serait propre à la culture ouvrière? Oui, mais justement, moi, sur ce plan, c'est pas la culture ouvrière que j'opposerais à la culture des intellectuels. C'est la culture ouvrière que j'opposerais à celle des gens qui appartiennent, disons, en gros, à la bourgeoisie. Voyez pas là de théorie socialiste, etc. Moi, j'en fais une constatation très concrète, très précise. La seule différence entre les deux se ramène à peu près à ceci. Un ouvrier, quand il est rendu dans la vingtaine, quand il est rendu dans la trentaine, sait fort bien que son horizon d'existence est fixé. Il n'en sortira pas. C'est la différence du type qui, dans un autre milieu social, espère toujours, à tort et à raison, dans la plupart des cas, c'est dérisoire, que les problèmes qui se posent dans sa vie, avec sa femme, avec son patron, etc., que ça pourra toujours se régler. Il pourra changer de métier, qu'il pourra changer de femme, qu'il gagnera plus d'argent dans 10 ans qu'il en gagne actuellement, etc. Un ouvrier sait fort bien que c'est pas comme ça que ça se passe dans son milieu à lui. Il n'y a pas de supériorité de l'ouvrier X sur le médecin Y. Il y a quand même une sorte de privilège qu'on doit accorder au monde ouvrier par rapport au monde des médecins ou des avocats, et qui se ramène à quelque chose d'extrêmement simple. C'est quand on est enfermé, qu'on sait qu'on est enfermé, dans un monde d'existence qui ne changera pas. On a bien des chances de se poser des problèmes plus radicaux. Encore une fois, pas parce qu'on est Monsieur X ou Monsieur Y. Moi, je ne prouve pas de sentimentalité par rapport au monde ouvrier. Les ouvriers sont des gars, dans le fond, comme les autres. Des gars qui voudraient bien, eux aussi, augmenter leurs revenus, qui voudraient bien changer de métier. Mais comme ils ne peuvent pas le faire, ce qui, chez les autres, se traduit en termes d'ambition sociale, se traduit en termes de changement de conditions de vie, chez eux, ça doit bien se transformer en un certain sens en métaphysique. Ils sont bien obligés de s'interroger sur le sens de la vie, sur le sens de l'existence, quand tu ne peux pas t'en tirer par les règles que la société te propose. Quand tu ne peux pas t'en tirer en disant, si j'y gagnais 2000 $ de plus par année, j'aurais la solution à mon problème. Quand tu ne peux pas dire ça, par définition, l'horizon est circonscrit. Tu es bien obligé de te demander qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'existence? À quoi ça mène? Mais moi, si je me rapporte à mon enfance et à mon adolescence, c'est ça que j'ai appris. Je retrouve tous ces problèmes-là dans les livres que je lis. Puis j'espère que les gens les retrouvent dans les livres que j'écris aussi. C'est défini autrement, évidemment. C'est porté à un niveau d'analyse, etc. Mais quelle est la grande différence entre un intellectuel et un ouvrier? C'est très simple. C'est qu'un intellectuel
C'est un gars qui vit la même chose que l'ouvrier, mais qui en fait des livres. C'est très curieux. Tandis qu'eux, ils retournent à l'usine le lendemain matin avec leurs petits problèmes. C'est peut-être sentimental, cette proximité-là. C'est peut-être sentimental, cette référence que je fais à mes origines. Ça, je suis bien prêt à l'admettre. Mais on est tous des sentimentaux, de toute façon, même ceux qui ne l'avouent pas. Mais si on essaie d'enlever là, la superficie sentimentale, si on essaie de se dépouiller, on peut faire ça, me semble, quand on vieillit, de se dépouiller des attachements concrets qu'on avait pour son père, sa mère, tout ce dont la psychanalyse rend compte parfaitement. Si on essaie d'aller au plus loin, si on essaie de se dire pourquoi, dans le fond, je travaille, pourquoi je continue d'exister, pourquoi j'écris des livres plutôt que de faire de la politique, moi, je trouve qu'on arrive à des choses toutes simples comme celle-là. On se dit, il faudrait quand même que moi, qui a appris les moyens de le faire, le père m'ayant permis de faire des études, d'apprendre ce que les autres savaient, puis que je ne savais pas. Il faudrait quand même que j'essaie de le dire, ce que lui vivait. Il faudrait que j'essaie de le dire, le petit cercle dans lequel il tournait, qui est le cercle de tous les hommes, qui est le même cercle dans lequel tourne l'avocat, le médecin, etc. Qui se résume à 4 ou 5 grandes questions. À 4 ou 5 choses, oui, tout à fait fondamentales. C'est-à-dire, la mort, c'est ça que vous me disiez? La mort, la souffrance, le mal. Qu'est-ce que c'est que penser? Qu'est-ce que c'est que réfléchir sur sa vie? Qu'est-ce que c'est que croire en quelque chose? Qu'est-ce que c'est que raisonner sur quelque chose? Qu'est-ce que c'est que affirmer des choses en sachant bien des raisons pour lesquelles on les affirme, etc. Ce sont des questions éternelles qu'on trouve, que moi en tout cas j'ai trouvé dans le monde ouvrier et que j'ai retrouvé dans l'histoire de la philosophie occidentale. Il y a toujours un malaise derrière l'écriture. S'il n'y en a pas, on est un amuseur public. Monsieur Dumont. Ou un spécialiste. Monsieur Dumont. Oh, il y a les rentiers de la culture. Monsieur Dumont, est-ce que vous êtes d'après me dire que l'essentiel pour un professeur, c'est de transmettre certaines inquiétudes à ses élèves? D'abord, de leur transmettre des règles du métier. Ça, il n'y a rien de plus passionnant que ça. D'apprendre à des jeunes à travailler. Mais ça, je me dis, c'est vieux comme le monde. J'imagine que dans les anciennes formes du travail, d'ailleurs, qui sont disparues il n'y a pas si longtemps, quand un artisan avait un apprenti, il ne devait pas faire ça par à côté. Ça devait être pour lui un plaisir extraordinaire de transmettre à un plus jeune que lui les bonnes règles du métier. Comment il faut procéder? Comment on fait une bonne porte? On laisse pas de trou dans le bord, puis on met pas du mastic pour boucher des Ça, c'est le savoir. C'est C'est le savoir, ça. Bon, ça, c'est de la paternité. Ouais, mais c'est le plaisir d'enseigner à des plus jeunes ce qu'on sait, ce qu'on sait faire, puis de montrer comment on doit bien travailler. Mais ça, c'est pas tout. Parce que nous, la différence avec les artisans des temps anciens, c'est qu'on n'exerce pas par à côté le métier qu'on enseigne. On est purement et simplement des gens qui enseignons un métier. Alors, vous comprenez bien qu'il doit y avoir une compensation. La compensation, c'est quoi? C'est la remise en question secrète du métier. Une ouverture sur quelque chose de plus large. Comme si on espérait que les jeunes qui vont sortir de chez nous n'exercent plus le métier tout à fait comme ceux qui l'ont exercé avant eux. Que la tradition, en d'autres termes, soit vivante. Que ça ne soit pas simplement une répétition de ce qui se fait maintenant, de ce qui se faisait hier. Que, je ne suis pas professeur de médecine, mais si j'étais professeur de médecine, je suis sûr que c'est comme ça que je verrais les choses. Je dirais, j'enseigne les techniques dont la médecine dispose, qui sont déjà utilisées dans les hôpitaux. J'ai plaisir à enseigner ça à un plus jeune que moi, lui montrer comment c'est... Il y a des techniques extraordinaires, comment c'est beau d'avoir travaillé. Et puis, j'éprouverais de la joie de savoir travailler moi-même. Mais en plus de ça, c'est bien sûr que par à côté, j'essaierai de lui montrer, pas par des leçons morales, par l'élargissement de la théorie que je lui enseignerai, par les commentaires que je ferai sur les techniques, de lui suggérer que la médecine ne devrait pas tout à fait s'exercer comme elle s'exerce aujourd'hui. Il devrait y avoir une évolution, une transformation, etc. Puis je serais sûr que c'est pour ça que je suis devenu professeur. C'est parce que je crois qu'il doit y avoir des changements, parce que nous ne sommes pas des fabricants
de gens qui vont exercer honnêtement leur métier. C'est pour ça que nous nous sommes mis à l'écart. C'est pour ça que nous n'avons pas exercé des métiers nous-mêmes. C'est parce qu'on n'est pas tout à fait content de la façon dont ça se passe. Ça vient dire que le professeur doit enseigner, doit transmettre son savoir et faire comprendre aussi son ignorance à ses élèves. Ou enfin, de souhaiter que ses élèves continuent à faire. Son ignorance. Je pense que quand on vieillit, si on a bien travaillé, les étudiants ne pensent pas qu'on est ignorant. Je m'excuse de cette manifestation de vanité, mais je pense que si on a bien travaillé, la première impression qu'on doit donner aux étudiants, c'est que on connaît très bien la question. Donc, c'est pas là-dessus. C'est pas l'ignorance, c'est les questions. Mais pas des questions sentimentales, celles qu'on peut poser à un étudiant dans l'escalier en disant, vous savez, moi aussi, j'ai des inquiétudes, je me pose des problèmes. Non. Celles qu'on est capable de traduire dans ses cours. Alors, on a choisi d'être professeur. Moi, en tout cas, j'ai choisi d'être professeur. Vous qui êtes professeur aujourd'hui, est-ce que vous vous souvenez de... Je ne peux pas me demander ça, un petit fait précis, c'est d'un certain professeur, d'un frère que vous ayez eu, qui vous avait dit quelque chose, d'un fait précis dans cette ligne de pensée, qui vous avait donc pas montré quelque chose, mais qui vous a... Moi, il y en a eu deux, gars, comme ça, dans ma vie. Le premier, c'est un frère mariste qui m'a enseigné en 8e et en 9e année. Il faisait les 2 années, puis moi, j'ai fait les 2 en même temps aussi, comme un certain nombre de mes confrères du temps. Et moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui parce que c'est l'homme qui m'a prêté mes premiers livres. Quand on est dans un milieu ouvrier, encore une fois, il n'y a pas de livres. Bon, il m'a prêté mes premiers livres. Il n'y en avait pas dans la bibliothèque de l'école non plus, mais les frères en avaient. Moi, je les verrai toujours. C'était relié en noir. C'était cette austérité de la science et de la pensée. Maintenant, j'avoue que même sentimentalement, ça m'émeut encore. Bon, peu importe. Mais je pourrais raconter un tas de choses sur lui, mais je vais en raconter seulement une qui me paraît résumer tout le reste et qui pour moi est restée l'image la plus concrète, la plus profonde de ce que c'est qu'un professeur. Le frère Georges, un dimanche, après l'office, il y avait des offices. Dans ce temps-là, on allait à la messe, mais ensuite on retournait à l'office avec les frères à 1h30 l'après-midi. Après l'office, le frère Georges m'avait dit « Tu vas venir au collège cet après-midi. » Alors, j'avais expliqué à mes parents qu'il fallait que j'aille au collège l'après-midi. Arrivé au collège, le frère Georges m'avait fait monter dans sa classe. Ces gens-là vivaient dans leur classe. Il n'y avait pas de bureau pour les professeurs dans ce temps-là. Hein? Il n'y avait pas de directeur des études, de directeur général de la discipline, etc. Les gars faisaient tout ça en même temps, puis ils avaient bien raison, à mon avis. Frère Georges m'avait fait monter dans sa classe et il m'avait dit tu m'as fait une bonne dissertation. Je les faisais longues. J'aimais ça, je passais la semaine à travailler là-dessus. Ça avait peut-être une vingtaine de pages. Alors, il m'avait donné ma dissertation. C'était assis à son bureau, sa classe. Il m'avait dit, tu vas aller derrière la classe. Tu vas me la lire. Parce que mon jeune, c'est pas tout de savoir écrire. Il faut savoir parler. Il m'avait fait ainsi lire ce que j'avais écrit à haute voix en me corrigeant constamment. Évidemment, il devait y avoir... il y en a encore, vous voyez, puis je les conserve soigneusement. Bien des accents qui sont propres à Charlevoix ou à Montmorency. D'ailleurs, je pense que ça ne l'intéressait pas tellement, ces problèmes-là. Ce qu'il voulait savoir, c'est quand on écrit, est-ce qu'on écrit ce qu'on a dans le ventre? Si on écrit ce qu'on a dans le ventre, on est capable de le dire. Et non pas seulement de l'écrire en respectant les règles du jeu du manuel de rédaction des frères des écoles chrétiennes. Hein? Bon. Ben moi, j'ai conservé de ça un souvenir extraordinaire. Je pourrais vous en raconter d'autres qui sont simplement complémentaires de ça. Je pourrais évoquer d'autres frères que j'ai eus comme professeur aussi. Puis moi, c'est bien curieux. Je suis professeur titulaire à l'université. J'enseigne à des gens beaucoup plus vieux, qui sont à un âge beaucoup plus avancé que celui que j'avais, moi, quand j'étais en 8e et en 9e année. Puis dans le fond, je définis encore mon métier comme ça. À mon avis, c'est ça, l'enseignement. Je vous dirai pas que je propose qu'on revienne en deçà du rapport parent. C'est pas la question. Tout le monde sent bien que la question n'est pas là. Tout le monde sent bien que la question, c'est pourquoi devient-on éducateur? Pour se mettre sur une voie de garage, pour pouvoir faire la même chose que les autres? Parce qu'on aime à parler? Il doit y avoir toutes sortes de choses de ce genre. Mais dans le fond, ça doit être parce qu'on éprouve un besoin irrésistible de non seulement d'écrire,
Un professeur, c'est pas rien qu'un homme qui écrit. Il y a des professeurs qui écrivent pas, puis ça, je les comprends très bien. On n'éprouve pas simplement le besoin de dire des résultats de recherche qu'on a faites. On éprouve le besoin de donner le goût toujours nouveau, les raisons toujours nouvelles pour lesquelles on cherche quelque chose. Monsieur Dumont, avez-vous une définition pour moi du mot religion? Oh, ça pourrait être bien compliqué, mais dans le fond, c'est pareil. C'est pareil. Moi, je pourrais pas exercer honnêtement mon métier de professeur s'il n'y avait pas concrètement dans ma vie le souvenir du gars dont j'ai parlé tantôt, qui a été mon professeur quand j'étais tout petit. J'aurais pu parler d'autres aussi qui étaient... Il y en a eu quelques autres qui ont été tout aussi admirables. J'en ai eu au séminaire de Québec, l'abbé Dumouchet. Par conséquent, les motivations, les raisons profondes pour lesquelles on est professeur, au fond, ce ne sont pas des raisons qui nous appartiennent. Ce ne sont pas des raisons qui nous appartiennent. Moi, je trouve que c'est le compte de l'imbécilité et de l'idiotie chez un gars de penser qu'il a inventé le métier de professeur. Il y a eu des mauvais professeurs, puis moi, je vais être un bon professeur. Comprends ça. Les motivations profondes que nous avons sont des motivations vieilles comme le monde. Moi, en tout cas, j'espère que c'est pas purement et simplement sentimental. J'éprouve le besoin quotidiennement de sentir que le métier que je fais à l'université, ça continue le métier que faisait le frère Georges avec moi en 8e année. Hein? La religion, c'est pareil. On n'est pas plus fous les uns que les autres. On pourrait très bien se fabriquer une petite croyance personnelle. On pourrait bien avoir notre petite idée sur ce que c'est que la fin de l'existence, qu'est-ce que c'est que le sens de la mort, le sens de la souffrance. Mais il y a une affaire qui te prévient aussitôt que tu ne dois pas t'engager dans cette voie-là. C'est de dire, ça va être ma petite invention à moi. Je peux bien avoir mes petites idées politiques. Je peux bien avoir mes petites idées sur le séparatisme, les États associés et autres épiceries du même genre. On peut tous avoir des petites idées là-dessus. D'ailleurs, ça nous confirme dans le fait que nous sommes des personnalités, que nous pouvons, nous aussi, nous prononcer. Mais quand on arrive, la mort, la souffrance, le mal, on sent bien qu'en dehors des occasions où nous pourrions en parler brillamment, il faut bien intégrer ça à sa vie personnelle. Et que là, les motivations exclusivement personnelles, les petites préférences, les petites idées, les petites lectures que nous avons faites ne suffisent pas. Que là, on éprouve un besoin irrésistible, comme dans les motivations du professeur, je parlais tantôt, de retrouver derrière soi, à travers les siècles, des gars qui péniblement ont cherché les réponses à ça, puis qui ont eu l'air de trouver une certaine unanimité autour de ça. Évidemment, s'il y avait rien que ça, on n'aurait rien qu'un héritage de questions. On devient croyant quand on pense que pas des gars autour d'une table, pas des intellectuels, pas des idéologues ont trouvé une réponse à ces questions-là. Mais quand on pense qu'un jour, il y a un gars qui a tellement bien compris ce qu'on dit là, que les motivations sont des motivations de l'ordre de la tradition, que les motivations personnelles n'ont de sens que quand on peut les rattacher à celles des autres et à celles de ceux qui ont vécu avant nous. Il y a un gars qui a tellement bien compris ça. En l'occurrence, comme par hasard, c'était nous, en tout cas les croyants, on croit ça. On croit que c'était Dieu. Hein? Il a pensé que quand même il nous vendrait une théorie, lui aussi. Il serait un professeur comme les autres. Le type du mauvais professeur. Que la bonne façon pour nous apporter quelque chose, nous donner le témoignage qu'on cherchait dans tous les sens avec nos tempéraments, nos psychologies, nos psychanalyses, ça avait peut-être un sens profond. Il a décidé de venir partager ça avec nous. Moi, ma foi au Christ, ça commence à des choses comme ça. Puis, j'insiste, ma foi au Christ, pour moi, elle est indissociable de ceux qui, derrière moi, depuis lui, et bien avant lui, puisque nous remontons jusqu'au Père Abraham, dont nous étions partis, dans tout ça, il y a une même histoire, de mêmes inquiétudes, des espérances qui sont du même ordre, des espérances que je sens très bien, moi, que je ne pourrais pas inventer. Parce qu'à ce moment-là, ce serait purement des espérances personnelles. C'est ça qui est d'extraordinaire dans la tradition de la foi.
c'est qu'on a l'impression que, quelles que soient les espérances qu'on se fabrique, elles nous sont personnelles, qu'elles ne peuvent pas être partagées. Or, la foi, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de pouvoir adhérer à une histoire de l'espérance. Ouais, il y a des questions, il y a des espérances parce qu'il y a des réponses. Il n'y a pas de réponse là-dedans. Qu'est-ce que c'est que la mort? On peut faire une théorie. Peut Vous en adhérez faire à une église théorie. sans aucune réponse. Mais non, c'est la foi, c'est pas un domaine, c'est un niveau de l'existence où nous savons très bien que la notion de question et la notion corrélative de réponse n'ont plus de sens. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Dans l'amitié, dans l'amour, est-ce que il y a des questions, il y a des réponses? Et même la foi n'apporte pas des réponses. Pour ceux qui l'ont, même la foi N'apporte pas des réponses. Encore une fois, elle se situe à un niveau qui est celui où tout homme se situe dans les expériences décisives qu'il fait dans sa vie, à un niveau où la seule réponse, c'est pas un théorème, c'est une espérance. Encore une fois, dans l'amour, il en est exactement du même ordre. Quel homme a pu jamais penser qu'il était sûr de l'amour de la femme qu'il aime? Parler de questions et de réponses à ce moment-là, c'est quoi? C'est une espérance.